Si. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour cette belle émission. Et maintenant, passons à un ton plus léger, même si je crains que l'ami Bastien et son ton grivois aient un petit peu émoussé cette très belle émission et son sérieux. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous avez tous une bière. Ah, mais oui, c'est ça que je voulais me servir un petit whisky. Ah bien, c'est trop tard. J'ai de l'eau. Toi, t'as une bière? En tout cas, je rappelle l'intérêt de cette émission, c'est d'avoir des perspectives différentes entre les générations, entre les horizons, entre les nations, pour enfin parler de choses sérieuses, c'est-à-dire le Trumpisme. Après tout, on a un Français, un Belge, un Tchétchène et une Parisienne. 4 nations représentées. Vu la guerre sociale en France, admettre que déjà avoir une Parisienne et des gens de la périphérie, c'est déjà transgressif, hein, si vous me permettez. Oh non, ouais. Je vais retourner au Daghestan, moi. Le Daghestan, c'est mieux ordonné, hein. Mais bon, il paraît que vous êtes surtout sur le front ukrainien, donc je ne sais pas s'il y a encore de la place ailleurs. Hein. Dites-nous tout. Non, moi je suis un réformé. Hein. Bon, bah, c'est dommage. Mais j'espère que tu as perdu une jambe au combat. Bon, plus sérieusement, j'avais envie de parler du sujet qui nous turlupine constamment et en même temps nous obsède, que dirais-je, sans mauvais jeu de mots. L'état des élites européennes et peut-être de la population européenne. On parle souvent de Nietzsche en tant que prophète qui tournait entre ses doigts de la dynamite, mais parmi cette bel équipement militaire, il avait surtout le concept de moraline. Moraline, cette morale délavée que l'on mobilise pour se donner de la vertu, un peu comme le Vertus Signalil aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi l'impression, comme moi, que nos élites, ce qui est assez ironique, qui sont baignés dans la communication, ne savent plus faire que de la morale et du blabla, quoi. Donc, est-ce que vous avez le même sentiment que moi? Commençons honneur aux dames, honneur à Paris, quand même. L'élite française doit s'exprimer en premier. Bah oui, bah, ça fait des années qu'on est gouverné par ça et surtout, c'est un discours qui, là, je vais encore être conspi. C'est un discours qui permet de faire passer autre chose aussi derrière. C'est au nom de ce que je disais tout à l'heure, au nom des droits de l'homme, on envahit l'Irak, on envahit tel pays alors qu'il y a des intérêts économiques et pétroliers derrière. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Hein. Donc déjà, la moraline, c'est pas la morale. C'est deux choses différentes. La morale a été souvent instrumentalisée au cours des siècles. Et la moraline, c'est vrai que c'est assez caractéristique de notre époque, c'est-à-dire on peut se comporter comme un chien sans aucun sens civique, mais on va nous faire la morale sur le fait qu'on serait trop clivant. Alors chaque époque, on a des référentiels assez étonnants, c'est-à-dire surtout si on, comment dire, on va nous faire la morale de ne pas accepter des comportements immoraux aussi. Si on se plaint de certains comportements, on va nous dire qu'on est pas assez bienveillant, trop exigeant, et là, ça devient de la moraline. C'est tout le paradoxe. Vous voyez ce que je veux dire, les garçons? Vous avez l'air complètement... Non, on vous écoute, c'est juste qu'il est tard. Non, mais la moraline, c'est souvent l'inverse de la morale, en fait. C'est ce que j'étais en train d'essayer de dire, mais je ne sais pas si je suis assez claire. Oui, n'inversons pas, ne confondons pas la moraline, concept nietzschéen, et la morale elle-même. Bien sûr, ce serait navrant. La moraline, c'est la morale chrétienne qui se délave. J'aime bien cette idée c'est la morale qui permet de donner la morale, en fait, de faire la morale. Mm-hmm. Et c'est un peu ça, on vient un peu dans l'époque de l'absence de morale au nom des plus belles vertus. C'est assez intéressant. On parle d'inversion des valeurs, j'aime pas tellement cette référence parce que c'est une référence quand même extrêmement chrétienne et qui fait référence satanique. Mais c'est vrai qu'on en arrive jusqu'à une forme d'inversion des valeurs. Dans beaucoup de cas, c'est-à-dire quand on... Oui, vas-y. Juste, encore une fois, je suis pas charpenté philosophiquement, intellectuellement, mais j'aimerais bien avoir une définition de base pour qu'on puisse développer. Je crois que c'est David qui a le plus gros cursus en philo, donc je vais lui demander à lui. Est-ce que vous pouvez définir de manière succincte la morale et définir de la même manière la moraline pour les auditeurs? Commençons par la moraline. C'est simplement, ça désigne la morale que lui semble observer en son temps, qui est résiduelle du catholicisme, qu'il dit être une fausse morale qui simplement permet à des petites personnes de dominer
les hommes de valeur, les hommes de noblesse. Et il désigne ça comme un imaginaire qui permet, une sorte de morale qui permet de faire la morale. Et il dira dans la même ligne, je paraphrase, je ne me souviens pas exactement, rien de plus suspect qu'un homme révolté. Il souligne dans son époque déjà l'apparition des hommes qui se plaignent de tout, qui se révoltent sur tout et qu'en fin de compte, simplement font du bruit, quoi. Et la morale, c'est simplement les codes de conduite. On va éviter le débat entre éthique et morale qui pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est simplement les normes de conduite qu'un individu choisit pour mener sa vie dans ce qu'on appelle le bien vivre, la vie bonne. Et est-ce qu'on pourrait comparer la moraline à ce qu'on appelait les pharisiens, donc au temps du Christ, puisqu'on l'accusait. On ne va pas rentrer trop dans le détail. J'utilisais simplement le terme de moraline pour dire c'est simplement une superficialité de la morale pour faire la morale, pour dire j'ai la bonne vertu, vous avez tort. Et on voit qu'on ne fait que ça. J'avais été très surpris d'entendre juste dans la foulée des barrages tarifaires trumpiens, un micro-trottoir à Singapour et un micro-trottoir en France. En France, vous imaginez bien, c'est scandaleux, les pauvres, ça va être grave ce qui se passe, des gens vont souffrir, donc de la moraline. Tout le monde fait, oui, mais c'est le grand méchant. Donc du bien, du mal, à peu près toutes les sauces. Le Singapourien disait, eh bien c'est intéressant parce qu'il existe des produits japonais et des produits chinois. C'est vrai que j'ai un attachement pour les produits américains. Il semblerait que je dois trouver des substituts. Ce n'est pas très grave, c'est compétitif. C'est comme ça, tu entends 5 personnes te faire un propos dans une absence absolue de morale. D'idéologie. Non, c'est drôle ce que tu mentionnes parce que moi, j'ai un collègue singapourien, justement, donc j'ai interrogé par rapport à Trump et je lui dis vous, ça vous fait quel effet, c'est quoi, comment vous réagissez à ça? Et il dit non, on s'en fiche complètement, on n'est pas du tout idéologue, on était plutôt tourné vers les États-Unis, mais là on va se tourner plutôt vers la Chine et rester dans le cercle asiatique pour le commerce. D'ailleurs, je vois pas. Alors, lui, c'est sans doute par rapport aux tarifs douaniers, mais voilà, il s'en fichait complètement. Il n'y avait pas du tout de dimension morale dans son appréciation de l'élection de Trump. Oui, je lui dis, mais est-ce que tu as compris que nous, en Europe, on était dans une dimension morale? Il me dit, oui, j'ai l'impression de saisir ça, je ne comprends pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai essayé de lui expliquer comment ça se passait en Europe depuis des décennies. Et comme il était très intelligent et pigé vite, mais en même temps, il ne comprenait pas comment on a pu en arriver là. Alors, juste aussi par rapport aux pharisiens, je cite juste cette phrase de Tribune chrétienne. Un pharisien moderne, c'est donc quelqu'un qui suit l'impulsion d'être considéré comme juste, tout en ignorant les questions les plus importantes de la loi, et souvent pour des motifs purement égoïstes. Et donc, parce qu'il s'agit sur la moraline, il s'agit surtout de signaler sa vertu, comme on dit en anglais, virtue signaling. C'est-à-dire de montrer, plus que d'être réellement juste et de chercher le bon, le vrai, comme tu disais, le juste, c'est avant tout que la société les identifie comme des êtres fréquentables. Mais si je puis me permettre, en fait, c'est assez bizarre, ça me fasse penser à ça, mais ça me fait un peu penser à une sorte de dichotomie entre le logos et le pathos. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, c'est le cas que j'ai vu récemment, je crois, il me semble que c'était soit un député hollandais du Parlement européen, soit un député belge, qui avait dit, grosso modo, au groupe écologiste, oui, vous êtes pour taxer les diesels, les trucs comme ça, faire des restrictions à la location, aux biens locatifs, etc. Mais vous vous rendez compte que ça, c'est même pas 2 porte-conteneurs internationales. Et à ce moment-là, en fait, je sais pas si c'est la réaction de l'Assemblée ou si c'est juste le fait que je sois réceptif à ce genre de discours, mais on s'attaque avant tout aux choses que les gens peuvent voir facilement et qui ne nécessitent pas de raisonnement. Mmh. Et c'est peut-être aussi ça qui matérialise un peu notre... alors, j'aime pas parler de déchéance parce que c'est beaucoup trop relatif, mais c'est ce qui peut, par exemple, expliquer pourquoi on a du mal à comprendre d'autres aires civilisationnelles. Moi, j'ai envie de répondre à l'heure actuelle, parce que ça fait 20 ans ou 30 ans, 40 ans qu'on s'est enfermé dans un discours moralisant,
sur tous les sujets d'ailleurs. On ne peut plus traiter de l'Ukraine sans hurler à l'humanisme, on ne peut plus traiter aucune question politique sans des considérations morales, tout en n'ayant aucune, et c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant, aucune considération pour les conséquences. C'est-à-dire que c'est au nom de la moraline la plus idiote qu'on a envoyé à l'abattoir les Ukrainiens, tout en sachant qu'il faudrait moins de 3 minutes de réflexion pour se dire, mais en fait, si on veut vraiment défendre ces pauvres Ukrainiens, il faudrait peut-être faire la paix, parce que c'est ingagnable. Non, on ne peut pas perdre contre le mal, oui. C'est vrai que si tu vois Poutine comme Satan, Satan, si on combat Satan, il faut envoyer 8 milliards de personnes à la mort. Ça vaudra toujours la peine. Bon, malheureusement, je crains que cette logique nous aveugle. Je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est un peu, moi, mon explication de l'état des élites occidentales, européennes, pardon, qui semble complètement, mais le cerveau éteint face au changement de l'histoire qui est devant nos yeux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Noah, toi qui es notre historien. Bah, aujourd'hui, les dirigeants justement occidentaux qui sont les nôtres sont effectivement beaucoup plus dans un discours moralisateur parce que déjà, ça c'est un petit héritage qu'ils apprécient pas forcément, mais qui est sans doute lié au subconscient, que l'Europe reste malgré tout, et le fait que cette ère soit terminée, dans la tête de beaucoup de gens, le cœur, on va dire, de la lumière civilisationnelle et ce genre de choses, et que les Européens, ou occidentaux aussi, sont d'un certain point de vue moralement supérieurs. Alors bien sûr, ils ne le verbalisent pas comme ça, parce que sinon ce serait évidemment mettre l'étiquette de sale type sur leur front, mais justement, vouloir adopter des postures morales sur des sujets qui, a priori, faut pas faire de morale, normalement comme avec la vie des gens. Enfin, moralement, la mort de quelqu'un est horrible. Enfin, après, il reste à voir ce que la personne a fait pour mériter de mourir, si elle le méritait ou non. Mais ça reste des drames dans ce genre de cas. Et faire de la morale, c'est beaucoup plus simple que d'agir concrètement. Ça permet juste de montrer qu'on est très vertueux, qu'on apporte notre soutien sans pour autant bouger ses fesses, parce que c'est aussi un des nombreux symptômes de l'impuissance européenne. Et les États-Unis étaient pas tant, eux, dans le signalement de vertu. Hein. Les politiques états-uniennes pour l'égalité des chances, tout ce genre de choses dans leurs écoles, mais aussi le sponsor d'ONG, l'association de Soros, j'ai plus leur nom, mais bref, à travers le monde pour faire Open Society. C'est ça, oui. C'est l'ouverture qui est le principal signalement de vertu. Hein. Oui, la tolérance, l'ouverture aux autres. Et eux n'étaient pas dans un discours, moins, je trouve, dans un discours moralisateur, parce qu'ils restaient tout de même plus pragmatiques sur certaines choses, et ils conservaient et conservent toujours plus de puissance, plus de levier. Les États-Unis sont puissants, l'Europe, l'Union européenne, les Européens sont relativement faibles, et donc fatalement, ça coûte rien d'adopter. Non, mais c'est un vecteur de puissance, ça a été un vecteur de puissance que de se positionner comme le parent rond de la vertu. Oui. Et aussi, c'est au nom de cette vertu et de cette ouverture, d'ailleurs, qu'ils se sentent tellement forts que même, finalement, l'idée d'un éventuel suicide par leurs actions, hein, que ce soit cette action de surouverture qui, quand même, crée quelques problèmes à tous les niveaux, surouverture dont on parlait tout à l'heure, les traités de libre-échange, comme l'ouverture à tous les vents, je dirais. C'est aussi une façon de se sentir tellement supérieur que tellement fort que rien ne peut les atteindre, même leur propre mise en danger. Et que ce refus-là serait complètement réactionnaire. Je me fais comprendre, je ne sais pas. Oui, non, mais ce que je trouve quand même assez inquiétant, c'est la capacité du magistère moral à légitimer n'importe quelle action, aussi délétère que cette dernière puisse paraître. C'est-à-dire que
Enfin, c'est un peu le. Je me souviens plus, c'était un proverbe, je crois que c'était, on dit faire des hôpitaux avec de l'argent sale ou des choses comme ça. Mais là, c'est un peu pareil, c'est que, en fait, vous regardez, hormis le grossier, c'est-à-dire les guerres d'Irak, etc., 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 les interventions américaines, on peut en parler, mais vous prenez quelque chose de beaucoup plus proche de nous qui est le nucléaire. On était indépendant énergétiquement. Ça a se développé gentiment un peu partout en Europe, puis après, on a commencé à remettre ça en question. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'énergie la plus décarbonée. Maintenant, vu qu'on n'a plus d'accès au nucléaire, on est soit dépendant des États-Unis pour le gaz de schiste, soit des Russes pour le pétrole. Mince, ils nous coupent le pétrole, bam, notre économie explose. Enfin, je veux dire, comme d'habitude, quoi, c'est qu'avec avec tous ces bons sentiments et avec ce manque de réflexion, on arrive toujours à des situations horribles. Moi, je vous dis, c'est la commission sur le nucléaire qui m'avait fait prendre conscience de ça. Ils ont interrogé Jospin, Valls, tous les types, ils ont dit oui, mais quelles ont été vos bases factuelles, vos données qui vous ont amené à cette décision? Il n'y en a pas. Il n'y avait pas de raison pour qu'on fasse ça. Enfin, c'est le travail des ONG, Greenpeace, tout ça, et les pressions extérieures, notamment des États-Unis, tout ça pour acquérir, coucou Alstom, des pans stratégiques de technologie. Bon, après, il y a aussi des risques. Il y a de véritables risques liés à la technologie nucléaire. Il y a la question du stockage des déchets. Mais toujours est-il que le nucléaire, ça reste quand même très sécurisé quand c'est bien entretenu. Enfin, Fukushima, c'était quelque chose d'exceptionnel et ça n'a pas été un drame. Et Tchernobyl, c'était bien parce que le modèle en lui-même de la centrale et du réacteur était défectueux. C'était exceptionnel. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec ce genre de problème. C'est un exemple concret. C'est un exemple plus concret, on va dire. En tout cas, moi, c'est plus sur le plan géopolitique où je suis assez inquiet. Je vois quand même des élites européennes qui semblent incapables de réagir à toute action américaine. On a l'impression qu'elles ont tellement intégré l'atlantisme que considérer un monde... En fait, je crois que sincèrement, si un météorite tombait sur les États-Unis, on a l'impression que les élites européennes feraient un auto-da-fé avec leur propre cervelle et leur corps, se suicideraient en même temps et hurleraient mais USA, USA, quoi. On a une incapacité absolue à penser le monde en dehors du parapluie américain, d'autant plus que beaucoup d'analystes tout à fait sérieux expliquent que le F-35 ou le futur F-47 proposé par Musk dans un monde où il y a des drones et des missiles hypersoniques, même chose pour le porte-avions par rapport à l'hypersonique, c'est devenu obsolète. Pourtant, on s'en fait. Et donc, on aurait des experts qui nous expliquent que les milliards de matériel militaire américain seraient quand même plus au goût du jour de la guerre contemporaine. Et malgré ça, on a des élites européennes qui sont en genuflexion aplanie devant la puissance américaine, en espérant, en priant le bon Dieu, que le brave Trump quand même s'en aille, parce que un petit Joe Biden ou un Obama, c'est plus agréable à regarder ou à écouter. En tout cas, bon, c'est intéressant. C'est une vision du monde d'une pauvreté absolument incroyable, et j'ai honte d'être européen. Je n'irai pas jusqu'à la honte, mais c'est vrai qu'on est quand même, à titre de continent, hein, je parle pas de peuple ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on est quand même beaucoup rétif au changement de paradigme actuellement. C'est-à-dire que vous l'aviez très bien illustré avec votre exemple précédent c'était Singapour ou Taïwan? C'était Singapour. En fait, d'un côté, oui, c'est horrible. De l'autre, on va essayer de faire autrement. C'est de la réelle politique. C'est horrible, c'est même pas horrible. Hein. Eux, justement, le jugent pas moralement. Hein, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, qui ont éventuellement fait des études et qui ont un bagage pour comprendre les choses qui se passent, hein, ne serait-ce qu'en termes d'économie. Ça peut beaucoup aider, ou une compréhension des rapports internationaux. Et comme l'a dit David, si les États-Unis disparaissaient, beaucoup d'élites européennes seraient, comme je le dis assez souvent, des poulets sans tête, ce qu'ils sont déjà à moitié, vu que c'est Donald Trump et que c'est pas le pouvoir qu'on aime à la Maison Blanche. Et du coup, les Européens sont en semi-autopilote, parce qu'ils restent quand même raccordés aux États-Unis.
D'ailleurs, je trouve que tu es un peu mauvaise langue, David, parce que tu dis que les Européens, ils peuvent pas réagir, mais ils ont imposé, comme ça avait été dit dans l'émission précédente, des droits de douane en répercussion à ceux de Donald Trump sur des produits états-uniens. Mais dans le cadre du contexte tendu du conflit douanier, eh bien, les sanctions européennes qui étaient destinées à Meta et une autre entreprise, je crois que c'était Google, états-unienne, eh bien, ont été suspendues. Ouais, parce qu'il y a des priorités et du coup, on va pas se les aligner. De toute manière, ils ne les paieront jamais parce qu'ils en ont rien à faire. Mais les Européens peuvent faire des choses, mais c'est pas forcément les bonnes choses quand ils essaient de se bouger. C'est surtout qu'attaquer Google et Meta, je vous rappelle que 365 et Teams sont utilisés par une énorme partie des universités européennes, que le droit américain leur permet de vérifier toutes les informations qui passent par leurs entreprises ou leurs serveurs. Et je ne dis même pas tout simplement le contrôle de l'opinion. Donc, le contrôle de la recherche et le contrôle de l'opinion, ce serait quand même triste de s'autonomiser des Américains sur des plans aussi peu stratégiques. Donc non, je ne voudrais surtout pas mettre des impôts sur Google ou Meta et permettre à des entreprises européennes de prendre ces marchés-là. Je trouverais ça profondément injuste. Jamais je ne voudrais ça. Tu supposes que les Européens en seraient capables. Tu es déjà très optimiste. Non, mais je pense que le pire, c'est qu'on a des vraies belles boîtes qui font des trucs absolument géniaux. Et d'ailleurs, c'est les premières choses que les Américains viennent racheter, c'est les fleurons de technologie, parce que même la France, sur lequel je peux vitupérer assez souvent, est assez innovatrice en réalité. Et d'ailleurs, on est très compétitif de manière générale dans l'innovation. On se fait directement racheter. Les Américains, en plus, ne se gênent pas. Soit ils prennent carrément la technologie, puis ils coulent les boîtes, soit c'est un concurrent et ils coulent la boîte telle quelle. La férocité américaine n'est pas quelque chose qui fait évoluer la science mondiale. Après, plutôt que de parler de faiblesse européenne ou de férocité américaine, pour rester quand même dans un lexique assez négatif, je vais plutôt prendre la chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que on a beaucoup de fleurons, on est quand même la première zone géographique avec du patrimoine de la planète, surtout des gens âgés, donc ça va être du patrimoine facilement mobilisable d'ici les prochaines décennies. Donc voilà, on peut quand même tabler sur un dynamisme là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on aura du patrimoine, on a des compétences techniques, même si, on peut souligner des problèmes éducatifs ou technologiques ou juridiques pour les entreprises, ou quelques incohérences fiscales. Mais voilà, je pense qu'il y a largement moyen qu'on s'en sorte. Et en plus, comme l'avait dit Todd, ce qui a surtout caractérisé l'Européen pendant les 2, 3, 4, 5 derniers millénaires, c'est qu'il a conservé le dynamisme de l'homme de Néandertal. Je ne sais pas si Néandertal savait compter. Mais ce qui serait intéressant, c'est que là, quand Trump va commencer à faire des OPA sur des boîtes françaises, justement, comme ça se passe depuis 20 ans, là, on va crier, on va pousser des cris d'orfraie, on va dire, regardez quelle violence, il est vraiment immonde, etc. Alors que sous les démocrates, ça se faisait, et que là, c'était un tabou total, il ne fallait pas en parler. Non, il ne s'était rien passé. Pour dire à quel point tout est idéologique. Une chose peut être... c'est pas seulement parce qu'ils sont pas... c'est pas seulement entre ceux qui vont vraiment défendre les démocrates ou défendre qui sont fortement politisés. C'est le français moyen. Va même pas comprendre, va se plaindre de la violence de Trump et n'a pas vu qu'en fait, il y avait une violence sournoise depuis des années. C'était la même, en fait. Ça m'interroge sur d'ailleurs l'affaire Alstom. En quelle année l'affaire Alstom a été mise en lumière? C'était le début du mandat de Macron. Au début. Non, c'était un peu avant. Oui, sur la fin de Hollande. Ouais, c'est ça. Je crois que ça devait être entre 2015 et 2017. Qu'il y a vraiment commencé, même... de l'économie, c'est pour ça que je dis, parce que lui a trempé là-dedans. Non, parce que je vous dis, il y avait eu un reportage assez bien foutu, pour une fois, qui avait été fait par un média d'investigation en ligne. Alors, j'essaierai de vous retrouver le titre, on vous le mettra dans la description si j'y repense. Mais en fait, ils avaient expliqué, tout était témoignage officiel, compte rendu de réunion, etc.
Et il disait qu'en fait, il y avait eu Montebourg qui était à l'époque ministre de l'économie et Macron qui était secrétaire général de l'Élysée. Ou non, secrétaire adjoint. Il y a Hollande, il y a Montebourg, il y a Macron. Et il y a Montebourg qui dit bon, on va le nationaliser pour sauver les emplois, les brevets et compagnie. Ok. Bon. Après, on en pense qu'on en pense, ou ce qu'on en veut, mais voilà. Et Macron, tout tac au tac, qui répond ah, on n'est quand même pas le Venezuela pour nationaliser. Ouais. Non mais enfin, oui, c'est ça aussi, c'est un biais qu'on a, c'est que même un type qui essaye de se présenter comme un libéral, je mets toutes les guillemets du monde et voilà, tous les gens comprendront. Le type vous fait quand même une espèce de crise pathologique dès qu'on lui dit nationalisation pour un secteur stratégique, qui va racheter aux Américains quasiment 10 ans plus tard, sans les brevets. 3 fois le prix, hein. Sans les brevets en plus. Il était là pour revendre, hein, de toute façon. Donc, son Venezuela, il pouvait faire toutes les réparties soi-disant drôles qu'il voulait. Je sais pas, honnêtement, si je suis un président de droite, mais me faire traiter de communiste pendant une semaine et sauver le secteur stratégique énergétique de mon pays, j'hésite pas 2 minutes. Mais ce que je voulais dire, c'est, ce que je voulais questionner, c'est justement la mise en lumière de l'affaire Alstom, qui pourrait, attention, hein, ça pourrait être complotiste. On verra bien comment, si jamais justement il y a des OPA et à quel point elles seront mises en valeur et tout ça dans les années qui viendront par les médias. Mais ça pourrait être justement un effet de zoom sur le fait que le mandat de, au hasard, Donald Trump ait commencé. Parce qu'il a pris ses fonctions en 2016 ou au début 2017. Je sais plus c'est quoi avec les dates d'intronisation. Oui, et lui en 2016. Oui, c'est ça. Oui. Investi en début d'année 2017. Ça pourrait, conditionnel quand même, ça pourrait être justement une tentative pour mettre en lumière, regarder les vilains États-Unis et tout ça, parce que c'est plus la direction que l'on souhaite aux États-Unis. Bon, c'est peut-être gros, mais c'est une question que je me suis posée avec ce que tu as évoqué. Ouais. Je sais pas, enfin, moi je dirais juste une chose qui m'a un peu surpris, c'est que je m'attendais pas. Je dis c'était le lendemain de l'élection de Trump, enfin le jour même en France, qu'il y ait des journalistes français qui aillent voir des électeurs latinos et qu'ils leur parlent d'avortement. Et que les types se fassent littéralement, enfin, pas violenter, mais il y a le père de famille qui leur dit bon, maintenant vous partez. Enfin, c'est pas comprendre ça. Je dis quand même, enfin, faut être très autocentré et avoir une grosse barrière médiatique pour se dire non, mais on pense tous pareil, tous les êtres humains sont pareils. Non, les cultures, les religions, tout ça, ça existe. Mais c'est le principe de l'Européen et du bien-pensant, c'est qu'il est très autocentré. Je sais pas si c'est du bien-pensant, mais après, quand vous vivez dans les plus vieux États civilisés de la planète, en fait, depuis longtemps en plus, bon, je dis civilisé, hein, depuis la Révolution française, ça va, de manière générale. Mais on est quand même dans des pays, voilà, c'est pas le zoo, il y a un État, il y a une justice, voilà. Je pense que peut-être après on s'adapte au confort et on s'imagine que c'est la base aussi pour tout le monde. Mais un des faits de guerre des Américains, ça a toujours été la capacité à renvoyer à l'âge de pierre les zones les plus civilisées, hein, je veux dire, enfin les plus civilisées, en tout cas très civilisées. Quand on voit l'état du Moyen-Orient avant que les Américains y mettent leurs vilaines pattes, on peut au moins reconnaître aux Américains d'avoir aucun scrupule à détruire ce qui est ancien et joli. Donc quand je vois l'état moyen de l'Européen qui s'est américanisé, donc devenu complètement analphabète, qui est devenu beaucoup plus gras, et qui a plus aucune discipline, aucune volonté de vivre, ça m'étonne. Enfin, pour moi, c'est signé USA, quoi. Donc en soi, je crains qu'il va falloir se réveiller dans un monde où on n'est plus agrippé à cette sangsue qu'est l'Amérique. À propos juste de ce que tu disais tout à l'heure, Noah, l'affaire Alstom, elle est un peu plus ancienne que ça. Oui. Démantelée en 2015, l'American General Electric a pris le contrôle des activités énergie. C'était 2015, 2014, 2015, c'est le maximum. Non, je sais bien que c'était ancien et que ça date du mandat de Hollande. Avant le mandat Trump, en tout cas. Oui, je sais, mais ma question, c'était la mise en lumière de l'affaire, justement, par les médias pour qu'on en parle. Ouais. C'était ça mon propos. Mais je sais bien que l'affaire est plus ancienne.
On va éviter à nos milliers de téléspectateurs de sombrer face à nos petites pinailleries sur des Non, détails. parce que c'est important, parce qu'on pourrait mettre ça sur le dos de Trump, justement, et pas des démocrates. De toute façon, Mais préparez-vous. oui, mais ça, on l'a dit. Préparez-vous. C'était la faute des Russes quand le chat était malade. Bientôt, il y aura plus de céréales dans le frigo, dans l'armoire. Ce sera la faute de Trump. Bon, Ouais, en bon européen, c'est la faute des gros méchants. Et nous, on est les gentils. Mais les gentils moutons. Donc, j'appelle chaque personne qui nous écoute à voter le changement. Votez Le Biquette. changement, c'est maintenant. Votez Biquette. Et alors, est-ce que vous, les garçons, vous voulez dire quelque chose de plus précis sur cette bataille des tarifs douaniers? Je voudrais juste répéter ce que j'avais dit. Pour moi, c'est une expérience politique intéressante. Ouais, tout à fait. Donald Ben, Trump essaie quelque chose. Non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il essaie quelque chose. Ça a peut-être foiré. Il supprime l'impôt sur le revenu. Il revient à un système fiscal basé sur des taxes et du tarif douanier. Je me dis, ok, il met des droits de douane en effet miroir, c'est-à-dire son taux de base, plus vous lui donnez de droits de douane pour s'opposer à lui, plus vous en aurez en réponse. Oh, peut-être que ça va, c'est peut-être idyllique ce que je dis, mais peut-être que ça va un peu discipliner le commerce international, diminuer les frettes, donc diminuer la charge de CO2, et puis peut-être qu'enfin, on va peut-être avoir arrêté, au moins minimiser, l'exploitation des pays de population du tiers-monde par des entreprises et des firmes transnationales. J'ai envie de vous amuser. Depuis qu'on a commencé la conversation, Trump a changé d'avis finalement. Et il a mis une suspension sur une grande partie de ses surtaxes douanières mondiales Oui, passe à pour 10%. en faire augmenter celle de la Chine, ce qui remet Wall Street à peu près d'équerre. Donc les remous mondiaux n'ont pas fini de nous étonner. C'est ça, à l'occasion en fait de la réponse de la RPC aux douanes états-uniennes. Donald Trump a réaugmenté les siennes et a annoncé un abaissement de toutes les douanes, hormis celles adressées à la RPC, donc République populaire de Chine, à 10%. Donc on met en pause, ce qui rassure les bourses, au moins les bourses états-uniennes, parce que les européennes, elles continuent de baisser. Trump pris au piège de sa propre stratégie. Il a reculé, il a eu raison de le faire. L'âge d'or des États-Unis ne se décrète pas. Et c'est qui? Alors, c'est quand même. Alors, encore une fois, c'est peut-être moi qui suis un petit peu bête, parce que j'ai pas fait d'école de journalisme ou de président des études, mais une analyse, c'est pas basé sur un peu de recul, parce que là, réagir sur quelque chose qu'il a annoncé il y a 5 minutes, tout de suite, enfin. Ouais, non, mais bon, je dis juste en tout cas, c'est les journalistes réagissent très très vite. L'âge d'or des États-Unis ne se décrète pas, c'est quand même extraordinaire. Mais est-ce qu'ils ont le QI d'une huître ou ils sont capables de penser qu'il veut juste concentrer ses efforts sur la plus grosse menace commerciale et hégémonique des États-Unis? Non, je pense que c'est l'option huître. On va pas insulter les huîtres. C'est une bonne nouvelle pour les marchés, nous dit machin, chef économiste. Oui, mais bon, après, honnêtement, je sais pas, mais enfin, entreprise de tech. D'après moi, un écologiste un peu consistant, il pourrait que saluer les barrières d'honneur de Trump, parce que vu que vous relocalisez la production chez vous, oui, ça fait de l'inflation, mais vous contrôlez la pollution, la réglementation pour les droits humains, pour l'environnement, tout ça, donc je sais pas. Vois bien que l'idéologie... Non, mais il y a une erreur de raisonnement absolue dans ce que tu dis. Pour un écologiste, Trump est méchant. Et c'est plus grave que l'explosion de la planète. Donc, tu n'as rien compris, malheureux. Suspend pour 90 jours, reconnaissant que ces surtaxes effrayaient. On verra ce qu'il en est. De toute façon, on retombe de nouveau dans la stratégie Trump qui est de faire des trucs tonitruants pour finalement reculer légèrement. Il le fait systématiquement. Il en a même fait un livre. Mais on tombe chaque fois dans le panneau. Mais je vois pas l'intérêt tactique, parce que ça ne choque pas que ça lui donne une très bonne... Il souffle le chaud et le froid. Il préfère concentrer ses efforts contre la Chine. Enfin, c'est relativement logique. Il ne veut pas avoir à s'occuper de tous en même temps. Et du coup, il veut faire du bilatéral sans avoir la pression de tous les autres ennuyeurs sur le dos, au premier chef desquels les Européens. C'est plutôt logique, même si ça donne l'impression qu'il recule. Dans les faits, oui, il recule. Mais dès que la situation sera stabilisée avec la RPC, m'est avis que ça va repartir pour les autres pays. Ou alors, il va les laisser comme ça. Et ça va négocier au cas par cas.
Après, je sais pas, mais peut-être qu'aussi il court trop le lièvre à la fois, hein, l'Ukraine. Ou c'est Possible, justement, ou c'est vraiment parce qu'il est complètement chaotique. Il essaie de faire peut-être trop de choses à la fois, comme il dit, hein, Baptiste. Enfin, Bastien. Ben, je sais pas, mais c'est-à-dire qu'il doit gérer l'Ukraine, le Canada, les tarifs douaniers avec l'ALENA, les rééquilibrages qu'il veut faire en Amérique latine, la politique avec l'Union européenne, la Russie, la Chine. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il a fait plus de choses en 2 mois, enfin, en un Ouais. mois et 3 quarts, que Biden en 4 ans. Donc, je pense qu'il peut souffler 5 minutes quand même, parce que au bout d'un moment, même nous, on va commencer à fatiguer. Ouais, mais d'ailleurs, c'est le cas. En tout Parce cas, que il a réussi à épuiser tous les dirigeants mondiaux. Et je crains, en si. fait... Dis-moi. Sauf Xi. Sauf qui? Sauf Xi. Le président Enfin, chinois. Xi Jinping. Si. Non, mais Xi, je pense qu'il a le temps long. Il est infatigable. J'aimerais finir cette émission en invitant d'abord tout le monde à espérer des dirigeants qui agissent au lieu de parler. Et je vous raconterai la rencontre d'un ambassadeur français avec son homologue, un diplomate chinois. Et au cours d'une conversation bien arrosée, il demande mais qu'est-ce que vous pensez, on est dans les années 2010, mais qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française? Et le Chinois pensif lui répond on verra. Un dernier mot chacun avant qu'on ferme les bancs? On aurait pu peut-être justement parler de Moraline tout à l'heure, commenter ça par rapport au procès de Marine Le Pen, mais on fera ça une prochaine fois. Je t'en mets ça en parallèle. Ça pourrait être On en a déjà parlé. N'ouvrons pas un nouveau sujet, non, mais par rapport à la morale, gardons-le pour une autre fois. j'ouvre juste de nouvelles perspectives de réflexion. Avec plaisir. Bon, messieurs, vous avez l'air bien silencieux parce que le livre vous appelle. Je vous souhaite une bonne soirée. On a un petit peu discuté comme au bar, car maintenant les bars sont on aura fermés. vraiment un petit verre de je sais pas quoi. Avec. Non, mais juste un point, c'est que enfin, ça fait vraiment citation bateau de fin de soirée. Mais j'aime bien cette phrase de Jean-Paul II qui disait n'ayez pas peur. Et de toute façon, ça sert à rien d'avoir peur, en mieux prendre des décisions idiotes. Donc, garder la tête froide et se dire ne pas voir les problèmes, mais plutôt voir les solutions qui s'offrent à nous. Voilà, le débat est ouvert. Si vous-même vous voulez participer au débat, rejoignez notre Discord. Alors, on espère que ça vous a pu amuser parce qu'on ergote sur l'actualité qui est malheureusement trop riche d'incertitudes. On remercie la technique, on remercie nos invités et on remercie nos viewers. Une excellente soirée à tous. Bonne soirée à tous. Plus. Dans la société des dysphoriques contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.